Alors, nous arrivons maintenant au test de Student. On est toujours dans la rubrique comparée de moyenne. Sauf que cette fois-ci, on ne connaît pas, a priori, les variances. La difficulté n'est pas bien grande. Si on ne connaît pas les variances, on va les estimer. On a déjà procédé de la même manière pour l'intervalle de confiance. Alors, regardez bien. On va travailler avec les variances inconnues, certes, mais dans un premier temps, on va supposer les variances égales. Bon. Il y a des tas d'expériences où c'est raisonnable de le penser. Et quand on le fait, ça a beaucoup d'avantages. Donc on va commencer par la situation où les variances sont inconnues, mais elles sont les mêmes. Parce que ce sont des erreurs de mesure. Et comme ce sont des erreurs de mesure, je fais les mêmes erreurs dans cette série d'échantillons et dans cette série d'échantillons. Donc ça, ce n'est pas un problème. Alors, vous vous souvenez de la formule sigma d au carré. Alors, dès l'instant que j'ai sigma 1 égale sigma 2, sigma 1 égale sigma 2, je fais sigma 1 égale sigma 2 égale sigma, et du coup, je peux le mettre en facteur. Donc, j'ai sigma carré, facteur de 1 sur 1 plus 1 sur 1, 2. Le problème, c'est que je ne connais pas sigma carré, et ce sigma carré, eh bien, c'est ce que je vais estimer. Alors, comment l'estimer? Qu'est-ce que ça représente, ce sigma? Ça représente la variabilité intra-échantillon, c'est bien ça? Dans mon exemple, ça représente la variabilité intra-population. Donc, puisque cette variance est commune, regardez l'idée. Elle consiste à prendre tout ce qui est intra-échantillon 1, tout ce qui est intra-échantillon 2, et à faire la somme. Puisque mes variances sont les mêmes, eh bien, première idée, c'est de dire, moi je prends mes écarts à la moyenne. Et ces écarts à la moyenne, ils me donnent une idée de la variance. Eh bien, je prends tous les écarts à la moyenne, ceux de l'échantillon 1, ceux de l'échantillon 2. Ça me fait une gigantesque somme. Hein, et cette gigantesque somme, eh bien, il faut que je la divise par quelque chose. Alors, par quoi? Je vais diviser par cette quantité-là, qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Je vous ai déjà parlé du nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, c'est une quantité qui est attachée à une somme des carrés. Une somme des carrés, donc j'ai plusieurs termes. Et bien à cette somme des carrés, je peux associer un nombre de degrés de liberté, qui est quoi? Qui est le nombre d'éléments que je peux fixer indépendamment. C'est-à-dire le nombre d'éléments moins les contraintes. Alors ici, j'ai combien d'éléments? J'en ai N1 plus N2. J'en ai N1 plus N2. Et j'ai combien de contraintes? Eh bien, la somme des x1i moins x bar 1, ça vaut 0. Vous vous souvenez? La somme des écarts à la moyenne vaut 0. Ça, c'est vrai pour l'échantillon 1 et pour l'échantillon 2. Donc, sur tous mes nombres, là, sur les n1 premiers, j'ai une contrainte, c'est n1 premiers, leur somme vaut 0. Sur les n2 suivants, j'ai aussi une contrainte, leur somme vaut 0. Donc, quand j'ai les n2 moins 1 premiers, j'ai le dernier. Et pareil, quand j'ai les n1 moins 1 premiers, j'ai le dernier. Donc, le nombre de degrés de liberté, c'est n1 plus n2 moins 2. Voilà. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire, ben voilà, sigma chapeau, comment je fais? Je prends mes estimations de la variance, et puis j'en fais la moyenne. Ça revient à ça. Alors, c'est exactement la moyenne, si n1 est égal à n2, bien sûr. Hein? Alors, en procédant comme ça, on a un estimateur sans biais. Voilà. E de sigma chapeau égale sigma. Donc, une fois que j'ai un estimateur sans biais, eh bien, je vais réitérer ma procédure. Je réitère ma procédure. Simplement, je vais remplacer le sigma par le sigma chapeau. Voilà. Donc maintenant, je vais estimer sigma chapeau d par sigma chapeau 1 sur n1 plus 1 sur n2. Du coup, maintenant que j'ai non pas mon vrai sigma d, mais mon estimation de sigma d, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je calcule mon indicateur normalisé, d sur sigma chapeau d, et là, je n'obtiens pas une loi N01, mais j'obtiens une loi de Student. C'est exactement la même chose que lors de l'intervalle de confiance. On peut dire en gros que lorsque je remplace la vraie variance par son estimation, je passe d'une loi normale à une loi de Student. Et le nombre de degrés de liberté de cette loi de Student,
eh bien, c'est le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés qui joue, c'est-à-dire n1 plus n2 moins 2. Donc cela étant, on va utiliser exactement la même procédure, mais simplement, on va remplacer la loi n01 par la loi de Student. Alors, exemple numérique. Ça démarre exactement de la même manière. J'ai 8 parcelles de la variété 1, 8 parcelles de la variété 2, 80, 81. Je fais cette hypothèse ici. Alors, comment je vais faire mon estimation? Eh bien, j'ai S'1 égale S'2 égale 1 quintal. Vous savez, j'avais choisi mes données exprès pour. Je me suis un peu cassé les pieds, si je puis dire, pour trouver des nombres tels qu'on ait des estimations de variance qui sont égales à 1. Donc, du coup, j'ai un sigma chapeau qui vaut 1. Alors, comme j'ai un sigma chapeau qui vaut 1, sigma d vaut 0,5. En fait, c'est exactement le même calcul. Je tombe sur d sur sigma chapeau d égale 3. Donc, je refais exactement le même calcul que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'avais comme hypothèse, vous vous souvenez, sigma 1 égale sigma 2 égale 1. Maintenant, je n'ai plus cette hypothèse, j'ai simplement sigma 1 égale sigma 2. Je fais l'estimation, et puis là, j'ai fait les calculs exprès pour, je tombe sur 1. Bon, donc je tombe sur le même indicateur statistique 3. Simplement, cet indicateur statistique 3, je vais le situer, non pas dans une loi N01, mais dans une loi de Student. Alors, quelles sont les limites données par la loi de Student? Alors, je prends alpha égale 5%, j'ai combien de liberté? 14, voilà un extrait de table, je regarde à 14, 2,1. Si j'avais une infinité, j'aurais un 96. Wow, c'est pas tellement différent. Donc ici, je vois que le quantile de la loi de Student, là, qui m'intéresse, c'est-à-dire le quantile à 97,5%, il est de 2,1. Comme 3 est supérieur à 2,1, je rejette H0. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, exactement la même chose, simplement mes limites ont un peu changé. D'ailleurs, mes limites, elles sont un peu plus grandes, vous avez remarqué. C'est un peu plus difficile de rejeter H0 quand je ne connais pas les variances. Je rajoute de l'incertitude. C'est logique. Alors, pour comparer les deux, regardons les probas critiques. Alors ça, je crois que ce n'est pas sur votre poly. Vous calculez ici la probabilité critique et vous tombez sur 0,09. Bon, on n'est pas très loin du 1%. C'est hautement significatif. Il n'y a pas de discussion possible. Et tout à l'heure, on avait combien? Alors, je vais vous le rappeler ici. Tout à l'heure, on avait 3 pour 1000. Voilà une façon de quantifier la différence là, entre nos deux expériences. On pourrait dire qu'on a une expérience qui est plus puissante que l'autre. Plus puissante, c'est-à-dire plus apte à mettre en évidence des différences. Quand vous connaissez les variances, eh bien vous avez un processus plus puissant, vous êtes plus à même de mettre en évidence des différences. Pas parce que vous avez plus d'informations. Quand vous avez moins d'informations, eh bien vous êtes moins apte à mettre en évidence des différences. Mais ici, ça reste tout à fait gérable. Alors, dernier cas, lorsque les variances sont inconnues et vous ne pouvez pas les supposer égales, parce que vous dites, voilà, quand je m'intéresse à mon expérimentation 1, j'ai une très mauvaise précision sur mes mesures, alors que pour l'expérimentation 2, j'ai une très bonne précision pour telle et telle raison. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez de la formule du sigma chapeau carré d? Eh bien ici, du sigma d, pardon, donc quand je veux l'estimer, je remplace les vraies valeurs sigma 1 carré, sigma 2 carré par leur estimation. Donc je vais estimer la variance de la différence de moyenne par cette quantité-là. Et je vais toujours avoir un indicateur normalisé qui soit une loi de Student. Donc, en résumé, lorsque je ne connais pas les variances et que je ne peux pas les supposer égales, je remplace chaque variance de la population par son estimation. Et je calcule mon indicateur normalisé. Et au lieu d'avoir une loi normale, j'ai une loi de Student, comme tout à l'heure. Sauf que cette loi de Student, elle n'a pas exactement le même nombre de degrés de liberté. Alors, le nombre de degrés de liberté, il est assez complexe. Voilà la formule. Jamais vous n'aurez utilisé cette formule, ou plus exactement, les logiciels l'ont fait pour vous. Donc ça, n'essayez pas de vous dépatouiller là-dedans. C'est pas très très facile. Ce qu'on peut voir ici, c'est que nu est compris entre deux bornes, là.
il y a une borne qui est N1 plus N2 moins 2, donc ce qui est le cas précédent. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Vous savez, après, on va calculer la distribution de student. Je reviens sur le transparent précédent. Regardez bien. Selon les degrés de liberté, là, plus votre nombre de degrés de liberté augmente, et plus vous vous rapprochez d'une loi normale, plus vos bornes diminuent. Donc plus vous avez un processus puissant, apte à mettre en évidence des différences. Alors maintenant, je reviens ici, et je vois que le degré de liberté ici, dans cette nouvelle procédure, au maximum, il est égal à celui de tout à l'heure. Bien, c'est le meilleur cas de figure. Et au minimum, eh bien au minimum, il vaut inf de n1-1 et de n2-1. Alors qu'est-ce que c'est ça, le inf de n1-1 et de n2-1? n1, c'est mon nombre de parcelles pour la variété 1. n2, le nombre de parcelles pour la variété 2. Spontanément, j'ai pris 8 et 8. Et si je prenais, non pas 8 et 8, 16, mais si je prenais 12 et 4, on a l'intuition que c'est moins bon. Ben là, le calcul nous dit que ça va être moins bon, effectivement. On va perdre en degré de liberté. On va perdre en degré de liberté. Donc, vous voyez, c'est le plus petit qui compte. C'est le plus petit qui compte. Cela étant, c'est la même procédure. Donc, c'est la même procédure, premièrement. Simplement, vous utilisez une loi de student qui n'a pas le même nombre de degrés de liberté. Alors, vous allez me dire, mais c'est assez complexe, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans le degré de liberté. Ne vous inquiétez pas, les machines vont vous calculer les probabilités critiques. Donc vous allez lire la probabilité critique. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail du calcul des degrés de liberté. Vous voyez? Ça, c'est géré par le logiciel. Donc ça, c'est quand même très précieux. Alors, il y a deux cas particuliers. Lorsque N1 est égal à N2, on retrouve la même estimation de variance. Hein, on retrouve la même estimation. Bon, ça, c'est bien. Mais pas le même nombre de degrés de liberté. En revanche, c'est exactement dans notre cas. Hein. Si vous avez N1 égale N2, et si en plus vous avez à peu près les mêmes variances, et bien dans ce cas-là, vous retombez sur l'hypothèse d'égalité des variances. Mais ça veut dire que si vous avez une égalité des variances, alors que vous n'avez pas mis comme hypothèse, dans ce cas-là, vous avez ces quantités-là qui sont les mêmes, et vous retombez bien sur vos pattes. À savoir, vous n'avez rien perdu. Bon, c'est un cas qui n'est pas très fréquent, et donc ça méritait d'être signalé. Bon, alors tout ça, c'est assez compliqué. Encore une fois, parce qu'on va décider dans l'incertain. On va décider dans l'incertain. Donc là, on a un formalisme classique qui nous aide beaucoup. Il nous aide pourquoi? Il nous aide parce qu'il formalise les risques. On va prendre une décision, mais on va savoir chiffrer les risques. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ces choses-là sont à la mode. Hein. On peut gagner sa vie rien qu'en chiffrant les risques. Alors, il faut des risques peut-être plus compliqués que ceux-là. Hein.